Bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous parler de la leucémie chronique associée au transcrit FIP1-PDGFR au travers d'un travail qu'on a fait avec le CEREO concernant cette pathologie rare. Donc, je vais vous parler d'abord un peu d'histoire de cette maladie et de ce qu'on en savait avant notre travail, essayer de l'aborder d'un point de vue purement hématologique en la faisant ressembler à sa maladie cousine, la leucémie myéloïde chronique. Puis après, un focus plus clinique et des liens vers la filière avec des présentations un peu rares. Donc, on se situe au niveau des SHE clonaux, avec une anomalie intrinsèque à l'éosinophile, et on se situe dans le groupe de ceux qui ont une anomalie génétique systématiquement associée à une hyperéosinophilie, notamment de PDGFRA, la plus fréquente d'entre elles étant la délétion d'un bout de chromosome 4 qui a abouti à la fusion de FIP1 et PDGFRA. C'est une maladie dont la découverte a été assez singulière puisqu'elle a été faite par son traitement, où on avait l'apparition du l'imatinib dans les années 90 pour la LMC et quelques succès dans les SHE, et puis une équipe américaine qui a traité 11 SHE réfractaires par du Glivec et qui s'est rendu compte que ça fonctionnait. Et par chance, il y a un de ces 11 SHE qui avait un karyotype standard anormal, alors que ce n'est pas le cas normalement dans cette maladie. Et donc, ils ont pu se concentrer sur cette région 4q12 séquencée et mettre en évidence la délétion chez les autres malades qu'ils ont vu être responsables d'une fusion avec un gène qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont appelé FIP1L1, et donc qui était responsable de tronquer le domaine d'inhibition de PDGFRA, ce qui activait constitutivement la kinase. Et puis, en même temps, à l'autre bout des États-Unis, 2 mois plus tard, il y a un papier qui avait mis d'une autre manière en évidence cette fusion dans une lignée leucémisée d'éosinophile, et donc ça a permis la description de cette maladie-là. Il y a eu pas mal de petites descriptions cliniques pendant les 10 années qui ont suivi, avec des choses qui ont été assez bien montrées. Donc, les choses assez étonnantes, c'est que c'était une maladie quasiment exclusivement masculine, avec, vous voyez, sur des séries de taille modérée, mais quand même, il y avait vraiment une prédominance masculine très importante, une atteinte une splénomégalie beaucoup plus fréquente que dans les autres SHE, et puis une atteinte cardiaque qu'on voit ici qui est plus fréquente puisqu'elle est quasiment de 20%, et ça c'était inhabituel pour les autres, par rapport aux autres SHE. Très vite, donc, on s'est rendu compte que l'imatinib fonctionnait, puisque c'est comme ça que ça a été mis en évidence, aussi bien in vitro que in vivo, et puis il y a eu la possibilité de maintenir des patients en rémission avec des très faibles doses de 100 mg par jour, puis par semaine, avec une rémission complète. Et puis, ce qui a suivi, c'est des essais d'arrêt de traitement dans cette maladie, d'arrêt de l'imatinib pour voir s'il y avait une guérison possible. Et puis, vous voyez que les séries sont là encore pas énormes, mais et puis des définitions de la rechute qui étaient un peu hétérogènes. Mais globalement, on a l'impression qu'il y a peut-être à peu près 50% des malades qui pouvaient guérir en arrêtant le traitement, et puis ça faisait résonner ce qu'on trouvait dans la LMC. Et donc, on avait aussi, et ça c'était plutôt une littérature des années 2000, beaucoup de craintes de mutation de résistance à l'imatinib, avec notamment une mutation TC674I qui avait mis en échec quelques malades au début, et puis finalement ça a été assez peu décrit et souvent rattrapé par d'autres traitements, notamment le nilotinib. Et donc en pratique clinique, quand ça arrive, pas souvent, on sait qu'on a des armes thérapeutiques. Et puis il y a même un travail allemand dans les années 2010 qui a un peu clôturé le débat en disant finalement il n'y a pas tant de mutations que ça qui peuvent rendre le PDGFRA résistant au Glivec, et c'est pour ça qu'en pratique clinique on n'en croise pas souvent. Pour terminer sur ce qu'on savait, sur les méthodes diagnostiques, il n'y avait pas de consensus jusqu'à ce que les Anglais disent, nous on peut faire la recherche de la délétion par fiche ou une PCR de façon, il n'y a pas de préférence. Et puis des données un peu plus récentes, déjà des données de notre sage à nous, qui disait que peut-être la PCR était mieux, et puis des données d'un papier en 2020 qui montrait que chez des patients qui avaient eu les deux techniques, il y avait peut-être une discordance avec une préférence pour la PCR nichée, qui va être plutôt mise en avant là, dans la rédaction du PNDS sur la façon de faire le diagnostic de cette maladie. Les questions qui étaient en suspens avant notre travail, c'était quelle est l'épidémiologie de cette maladie? Est-ce qu'il y a d'autres atteintes cliniques un peu plus rares parce que c'est quand même une maladie éosinophile? Et surtout, comme dans la LMC, comment on fait pour savoir qui rechute quand on arrête le traitement? Et comment on peut définir mieux la rémission moléculaire? Et donc, je vais vous parler pour l'instant de cette maladie plutôt comme une maladie purement hématologique. On a eu la chance d'avoir l'aide du groupe des biologistes moléculaires des hémopathies malignes qui nous a donné la liste de tous les gens qui avaient eu un transcrit positif depuis que la maladie existe en France. C'était 195 personnes. C'était exhaustif parce que
tous les laboratoires ne sont pas agréés pour faire cette recherche. Et donc, ça nous a permis de récupérer les données cliniques de 151 patients. La première chose que ça nous a permis de faire, c'est d'estimer une incidence de cette maladie à 0,18 cas par an et par million d'habitants. Donc, on est bien dans la maladie rare. Et c'est en gros 10% des SHE quand on regarde sur des données d'incidence du SHE aux États-Unis notamment. Dans sa présentation hématologique, c'était une maladie avec une hyperéosinophilie assez importante avec 10 gigas de médiane, une NUM normale en dehors de l'éosinophilie dans un tiers des cas et sinon des anomalies assez modérées. Comme ce qui était connu, la B12 était élevée chez 94% des gens, la tryptase également. C'était des malades qui étaient peu inflammatoires et peu atopiques, dans le sens où ils avaient assez peu d'élévation des IgE totales. Ça nous a permis d'essayer d'estimer, enfin en tout cas de poser les jalons pour faire un score d'évaluation d'intérêt de recherche de ce transcrit. Parce que quand on regardait les gens qui avaient eu tous ces examens, donc 44 personnes qui avaient eu à la fois la B12, la tryptase, une imagerie de la rate et puis un examen clinique, on voyait que quand on n'avait aucun de ces 4 critères, donc B12 élevé, tryptase élevé, sexe masculin, splénomégalie, il n'y en avait pas qui avait le FIP. Et en fait, vraisemblablement que si on n'a qu'un critère, ce n'est pas non plus très fréquent. Donc, ça va permettre peut-être de raisonner un peu la prescription de cet examen qui n'est positif que dans 1% des prescriptions sur des données du centre de référence. Ces patients, ils étaient traités de temps en temps par d'autres choses que du Glivec et ça ne marchait pas du tout. Aucune rémission complète sous corticoïdes et c'est un argument diagnostique fort pour nous. Le seul traitement qui fonctionnait, c'était d'autres ITK éventuellement. Et puis, quand on donnait du Glivec, ça marchait toujours, avec un taux de réponse de 100% sur la numération et 100% sur le transcrit quand il était recherché, ce qui était un peu le défaut de ce travail. Comme il y a beaucoup de non-hématologues qui sont occupés de ces malades, il y a beaucoup de recherches de biologie moléculaire qui manquaient. Et donc, les patients étaient guéris sous Glivec, toujours. Il n'y a aucun patient qui est mort de sa maladie sous traitement. Et donc, la survie, elle est plutôt acceptable, avec 90% de survie à 5 ans chez des patients de 50 ans. Il y a un tiers des patients qui ont arrêté le traitement, ce qui nous a permis d'évaluer un peu la rechute et d'évaluer les facteurs de risque. Et donc, en analyse multivariée, il y a deux choses qui sont sorties comme étant des facteurs de risque de rechute à l'arrêt du traitement. C'est le délai avant de mettre l'imatinib et puis la durée de traitement par imatinib, avec des courbes qu'on a mis là, par exemple, à 10 mois de délai d'introduction et puis à 5 ans de traitement à peu près, qui différencient bien les courbes. Et donc, ça permettait d'évaluer ces deux facteurs de risque-là. Et puis, on avait une rémission sans rechute d'environ 55-60%, ce qui est à peu près ce qu'on retrouve dans la LMC, ce qui était à peu près retrouvé dans les papiers précédents. Donc, on était content d'avoir pu mettre en évidence ces facteurs de risque. Pour continuer, juste une parenthèse, le parallèle avec la LMC, il y a des phases aiguës dans cette maladie. Alors, on les a exclus du travail et de la publication, mais il y avait quand même 5 malades qui avaient une présentation aiguë, soit de leucémie aiguë, soit de sarcome granulocytaire, qui sont appelés donc phase blastique par les Allemands, par analogie avec la LMC. Et donc, ça avait déjà été montré dans la littérature dans les années 2000. Et récemment, les Allemands, en 2013, les Allemands avaient publié des données long terme de ces malades. Et en fait, ils ne sont pas plus graves que les phases chroniques, tellement l'imatinib est efficace. Et avec un exemple de patient avec un sarcome granulocytaire traité il n'y a pas longtemps en imatinib monothérapie. Et donc, à tel point qu'il y a de plus en plus de publications qui sont encore des case reports, ça reste une maladie rare, qui montrent qu'en monothérapie, on peut guérir une LAM associée au FIP ou même une LALT. Et donc, les recommandations récentes du groupe des Américains qui font des recommandations sur les maladies à tyrosine kinase et eosinophiles recommandent de traiter par de l'imatinib seul. Ils disent peut-être 400 mg pour se donner bonne conscience, mais voilà, globalement, c'est probablement efficace. Et donc, si on compare avec la LMC, ces facteurs de risque de rechute qu'on a mis en évidence, on était content de voir que c'était à peu près les mêmes. Dans les essais STEAM des années 2010, la durée de traitement sortait également comme facteur de risque de rechute quand on arrêtait le traitement dans la LMC. Et puis, dans un essai Bosniaque où il y a moins facilement l'accès au Glivec, on voyait que la durée d'introduction du Glivec était un facteur de risque de rechute. Donc, on a la conviction que ces facteurs de risque sont intéressants. Néanmoins, dans la LMC, ils sont allés beaucoup plus loin et avec la mise au point d'une technique de PCR plus profonde, ils ont mis en évidence dans les nouveaux essais STEAM 2 que le facteur prédictif le plus important pour la rechute, c'était la rémission moléculaire profonde. Et donc, c'est ce vers quoi on aimerait tendre. Et donc, les questions qui restent pour nous, c'est est-ce qu'on pourrait définir cette réponse moléculaire profonde? Est-ce que c'est bien un facteur de risque de rechute? Et donc, on est en train de travailler dessus. Maintenant, et donc, si on devait recommander
une surveillance du FIP aujourd'hui, on demanderait de faire plus de surveillance moléculaire aux internistes qui savent pas faire ça, et de traiter au moins 5 ans, et si possible d'être en rémission moléculaire avant d'arrêter le traitement. Maintenant, ce travail nous a aussi permis de se rendre compte que c'était une maladie éosinophile avec plein de cliniques très variées, et donc il y a des choses qui nous ont intéressés. Globalement, les atteintes d'organes, c'était celles qu'on connaissait déjà, la rate, le poumon, la peau, le cœur. Mais il y a d'autres choses qui ont été mises en évidence. Et donc, comment ne pas parler de l'atteinte cardiaque? Je vais passer rapidement parce qu'il n'y avait pas de scoop, mais donc la fibrose endomyocardique, qui est la toxicité terminale de l'éosinophilie lorsqu'elle est chronique, avec 2 malades transplantés dans la série, avec cette gangue de fibrose à l'intérieur du myocarde. Et donc, un intérêt probable au dépistage très, très méticuleux de l'atteinte cardiaque, probablement par IRM chez tous les malades. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Les atteintes qui étaient moins bien décrites, c'est la toux. Et en fait, l'atteinte respiratoire, elle est fréquente. Elle est souvent décrite dans la littérature comme une toux qui est revêche et qui guérit sous imatinib. Et donc, ça a été confirmé dans ce travail-là. Et puis, il y a quand même 3 patients avec une présentation assez singulière qui remplissent complètement les critères de GPA, de Schurg, avec un TVO réversible, des manifestations myocarditiques, peut-être vascularitique. C'est tous ces gens-là guérissant sous imatinib monothérapie. Et puis ça avait déjà été rapporté dans la littérature, et tout ça faisant devoir rappeler, si ça devait être le cas, que la GEPA, c'est compliqué. C'est peut-être, dans certains cas, quand c'est en cas neg, justement, peut-être un SHE avant tout. L'atteinte cutanée, elle était très variable et très floride, avec des choses classiques pour les éosinophiles, de l'urticaire, de l'œdème, de l'eczéma, mais aussi des lésions ulcérées, et puis des choses qui avaient été décrites comme pemphigoïde-like dans la littérature, et puis l'association qu'on connaissait déjà avec une maladie de la peau, une lymphoprolifération bénigne, malgré une histologie agressive, qui s'appelle la papillomatose lymphomatoïde, qui donne des nodules récidivants. Et ça avait quand même été décrit dans la littérature avec une série de 11 cas de maladies rares qui se croisent, ça attire toujours l'œil. Et ben, il y en avait 9 dans notre série, ils ont tous guéri sous imatinib. Alors, il n'y a pas de preuve formelle aujourd'hui pour dire qu'on a retrouvé le transcrit dans les lymphocytes, pas tumoraux, mais ceux qui prolifèrent en tout cas. Mais il y a quand même le transcrit qui avait été détecté sur des lymphocytes purifiés d'un patient, et puis le FIP qui a été retrouvé sur une biopsie, sans qu'on puisse avec certitude dire que ce n'était pas un éosinophile qui passait par là. Et puis, pour finir sur les atteintes cliniques, c'est l'ambiance vasculaire qui nous a vraiment intéressés, avec la constatation qu'il y avait 10% des malades qui faisaient des AVC, et ces AVC se ressemblaient quasiment tous, avec une prédominance, enfin une distribution bilatérale, symétrique, de ce qu'on appelle le dernier pré, ou ça m'échappe, jonctionnel, pardon. Et donc, on a voulu s'intéresser à ces patients dans un autre travail. Et donc, vraiment, parmi les 16 patients, parce qu'on en a rajouté 2 a posteriori, qui avaient des AVC, il y en avait 11 qui se ressemblaient énormément. Quand on regardait ces patients, ils avaient un facteur de risque cardiovasculaire assez modéré, pour la plupart. Et quand on les comparait à ceux qui n'avaient pas fait d'AVC dans la série, ils avaient plus d'atteintes cardiaques. On s'est dit peut-être qu'en fait, c'est juste des AVC emboliques, et c'est aussi simple que ça. Et puis, en fait, quand on fait le bilan cardiologique de ces malades, il y en a plus de la moitié qui n'ont aucune atteinte cardiaque, parfois avec une IRM, ils sont jusqu'à l'IRM normale. Et quand on discute avec les neurologues, ils disent en fait, AVC jonctionnel et embolie, ça ne croise pas trop chez nous. Et donc, on se pose la question, et nous, on a le sentiment que c'est peut-être encore une brique dans la toxicité vasculaire des éosinophiles. Et donc, ça a été un peu corroboré par le fait que quand on regarde d'autres causes d'hyperéosinophilie, que ce soit des parasitoses, que ce soit des DRESS, que ce soit encore des Schurg, des variants lymphoïdes ou des éosinophilies associées au cancer, eh ben, il y a des AVC qui sont rapportés dans la littérature avec cette présentation quand même assez particulière qui attire l'œil. Et maintenant qu'on le sait et qu'on regarde, on en voit tout le temps. Et d'ailleurs, ça a fait résonner sur le fait que l'atteinte vasculaire, peut-être qu'elle était un peu sous-estimée au cours des SHE. Rien que dans cette série où il n'y a que des SHE clonaux avec aucune atteinte vasculaire, normalement, il y a des malades qui ont thrombosé, il y a des malades qui ont aucune branche de l'artère temporale, il y a une glomérulonéphrite extracapillaire dans un vieux dossier, et il y a du purpura. Et donc, on a le rationnel pour ça. Il y a de plus en plus de littérature qui montre que les éosinophiles peuvent être toxiques sur les vaisseaux, être toxiques, activer la coagulation de plein de façons différentes. Et puis récemment, Guillaume Lefebvre et Mathieu ont publié d'autres séries qui montrent qu'il y a des vascularites dans les SHE, il y a des thromboses dans les SHE. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Et qui peut faire le lien éventuellement avec des présentations encore plus rares de cette maladie, qui sont plus anecdotiques qu'autre chose, mais qui permettent
une main tendue vers d'autres centres de référence de la filière, et qui sont probablement liés en partie au fait que la mutation FIP1L1PDGFR est retrouvée dans beaucoup de cellules très précocement dans l'hématopoïèse. Ça c'est connu depuis quasiment la description de la maladie. Vous voyez ici, par exemple, quand il n'y a qu'un seul signal vert, c'est qu'il manque une copie du gène chic. Et donc, dans les monocytes, ici, il y avait le transcrit. Et puis, dans ce papier un peu plus complet des Allemands, vous voyez que dans les CD14, dans les CD19, dans les CD3, parfois, dans malades FIP, il y avait la mutation même dans les mastocytes et dans les neutrophiles. Donc, ça peut éventuellement expliquer qu'on retrouve des dossiers des histoires un peu marrantes, par exemple d'un homme de 20 ans qui a un diagnostic sur des lésions cutanées d'histiocytose éruptive généralisée avec une éosinophilie qui fait découvrir le transcrit et la disparition intégrale des lésions sous VIEC. Une autre histoire d'histiocytose langerhansienne qui sort une leucémie FIP juste au décours de la chimiothérapie pour son histiocytose, sans qu'on puisse savoir si ça a été induit par la chimiothérapie ou si le clone était là depuis le début. En tout cas, on a l'impression que peut-être d'autres cellules peuvent proliférer grâce à cette mutation. Un dossier remarquable publié de LAI, où il y a avec un patient de 30 ans avec de la fièvre des adénopathies, un diagnostic de LAI histologique sur les adénopathies, 2 transcrits FIP1L1, et vous voyez l'évolution du TEP scanner sous imatinib monothérapie, sans chimiothérapie, avec la présence du FIP sur la biopsie. Ce qui permet d'alimenter la discussion sur les papuloses et la présence d'autres lymphoproliférations, comme on a aussi vu qu'il y avait des leucémies, des LALT. Donc, ça peut faire d'autres maladies. Un mot sur la mastocytose, qui a été un sujet de conflit initialement quand la maladie était arrivée, puisque c'était décrit comme étant une mastocytose avec des éosinophiles. Et puis, des éléments de confusion. Quand on fait un modèle murin FIP, en fait, ça ressemble à une mastocytose. Il y a des mastocytes qui sont de phénotype anormal dans la leucémie FIP, et donc ça a été longtemps une confusion. Et puis après, une distinction relativement claire, notamment avec ce score clinique qui vaut ce qu'il vaut, mais entre des malades KIT et des malades FIP1L1 qui ne se ressemblent pas tant que ça. À noter quand même que dans notre série, le seuil de 100 nanogrammes par millilitre de tryptase, qui est censé être pathognomique de mastocytose, a été dépassé chez 2 patients. Donc voilà, c'est pas très loin comme maladie. Et puis ça peut même coexister. Et il y a un travail allemand techniquement remarquable aussi, où ils ont microdisséqué les mastocytes de leucémie, présents au cours d'une leucémie FIP. Ils ont trouvé, donc là c'est l'infiltrat éosinophile du FIP, il y a des mastocytes au sein de l'infiltrat, ça c'est classique, et par contre ils sont aussi mutés KIT 816V. Donc ça c'était, est-ce qu'il y a les 2 cellules, est-ce que la même est mutée 2 fois? On ne sait pas, c'est anecdotique, mais ça fait réfléchir. Et puis enfin, des présentations, alors c'est 3 cas, mais 3 cas de maladies très rares qui se croisent, pourquoi pas, avec des patients qui ont présenté des maths vraiment systémiques pour celle de gauche, vraiment très cognées avec des AVC, beaucoup d'arrêt réanimation, beaucoup d'échanges, initialement réfractaires, et puis bon, ils mettent au même moment le Ritux et l'imatinib, et le patient ne rechute jamais, évidemment, on ne va pas conclure grand-chose, mais c'est une coexistence en tout cas. Pareil, ce cas clinique de la pitié il y a quelques années avec une présentation plutôt rénale de la MAT qui diminue son débit de protéinurie sous imatinib, et puis un autre cas clinique américain. Et plus largement dans le SHE, des lésions de microangiopathie thrombotique révélatrices ont été décrites. Est-ce que finalement, à force de dire que c'est une coïncidence, il n'y a peut-être pas la possibilité que les éosinophiles soit toxique pour le vaisseau et active l'hémostase primaire? Ça nécessite de s'y intéresser, en tout cas avec en bas là, un cas clinique d'amélioration du DFG satellite de la baisse des éosinophiles. C'était sous corticoïdes, ce n'était pas au cours d'un FIP. Voilà pour les exemples un peu originaux, ça ne court pas les rues évidemment. Donc ce travail nous a permis de réaffirmer que c'est une pathologie qui est cliniquement très riche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une éosinophilie vraiment pure qui a permis de se montrer que oui, c'est toxique pour les vaisseaux, oui, c'est toxique pour le poumon, pour le cœur, on le savait déjà, que probablement qu'il faut moins prescrire le FIP qu'on le fait, et d'essayer de cibler les patients qui en ont besoin, donc plutôt les hommes, plutôt grosse rate, plutôt P12, plutôt tryptase, que l'arrêt de traitement c'est faisable, c'est même une bonne idée chez 50% des malades. Maintenant il faut savoir lesquels, et donc continuer à développer les techniques de biologie moléculaire qui peut-être nous aideront à mieux sélectionner les patients, et donc on est en train de travailler là-dessus. Merci beaucoup.